Bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, nous sommes un petit peu bloqués à la maison puisque nous avons ces problèmes de tuyauterie à doterie, donc sans vouloir faire de rime. Et il faut faire un cours quand même pour rattraper ce que vous risquez d'avoir perdu au moins cette semaine. Et comme je voulais travailler sur la dissertation, je vais le faire en vidéo, comme ça vous aurez l'élément non seulement pour cette semaine, mais pour plus tard, pour que vous puissiez donc le relire, le réécouter plutôt quand vous en aurez besoin au fil de l'année. Alors là, le travail que je vous proposais fonctionnait à partir d'un certain nombre de documents que je vous ai redistribués, dont un que je vous ai déjà distribué et d'autres que je vous aurai distribués aujourd'hui et que vous aurez donc sur Pronote sous la forme de PDF. Ces documents sont d'une part le plan du cours que je vous avais distribué, ça vous l'avez déjà, et nous travaillerons sur la première dissertation, le premier sujet qui était dans l'ordre du cours. Ensuite, le cours en inversé, c'est-à-dire le cours complètement rédigé, assemblant tous les détails de ce dont vous aurez besoin pour traiter de ce parcours dans l'œuvre et de l'œuvre elle-même, à la fois à l'oral et à l'écrit, sous la forme de 3 PDF différents, 4 même, puisqu'il y en a un quatrième qui porte sur les thèmes dans l'œuvre, les différents thèmes importants autour du lyrisme, notamment les amants malheureuses et la relation entre l'amour et la mort dans l'œuvre. Et enfin, la méthodologie de la dissertation, qui est donc l'élément écrit qui suit ce que je vais dire ici, et qui permet de suivre exactement la procédure pour arriver à une dissertation. Je vais en parler immédiatement. Donc ces 3 séries de documents, vous les aurez sur Pronote dès aujourd'hui, dans le contenu du cours à la date d'aujourd'hui, et évidemment ensuite vous pourrez y accéder par le biais des PDF. Je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde la vision élève de Pronote pour voir exactement comment vous accédez aux documents. Enfin, le cas échéant, si vous avez du mal à y accéder, vous m'envoyez un message et je vous répondrai. Surtout, évidemment, si vous avez des difficultés à vous remettre dans le bain avec ces cours à distance, mais enfin maintenant vous êtes un petit peu habitué, vous n'hésitez pas à me l'indiquer. J'essaierai de faire ce que je peux pour que vous ayez quelque chose. Donc voilà pour la petite introduction méthodologique. Alors, vous avez donc une œuvre à disposition pour suivre ce cours, et donc votre l'édition soit celle que vous aviez, soit une qui était proche, et le plan du cours avec le sujet de dissertation. Si possible, vous suivez le cours de manière à faire quelque chose et pas seulement à être passif, c'est-à-dire vous avez le sujet de dissertation et je vais annoncer ce que je vais faire. Donc au moment où j'annonce, avec les quelques explications que je vous donne, vous essayez de fournir l'effort. Par exemple, lorsque je dis on va analyser d'abord le sujet dans un premier temps, j'explique en quoi ça consiste, là vous faites pause et vous essayez de le faire. Ensuite, je vous donne la réponse. Lorsque vous relancez la vidéo, je vous donne la réponse et vous pouvez comme ça confronter les choses. Bon, à minima, en tout cas, vous pouvez suivre et regarder la réponse, mais essayez quand même de prendre quelques notes de manière à y travailler. Ça rendra les choses plus interactives et donc plus proches du cours précisément. Encore que en cours, il y en a certains qui soient très passifs. Mais enfin, en tout état de cause, si vous avez envie d'être actif, c'est la façon dont il faut procéder. Donc je vous rappelle, vous avez le plan du cours sous les yeux avec le sujet de dissertation que je vous lis. En 1915, Apollinaire écrit au sujet d'alcool « Il ne peut y avoir, donc ouvrez les guillemets, il ne peut y avoir aujourd'hui de lyrisme authentique sans la liberté complète du poète. Dans vos lectures et les textes étudiés en cours, sous quelle forme cette liberté se manifeste-t-elle » Alors il y a une autre possibilité pour cette dissertation, avec donc la question d'accompagnement qui serait un petit peu différente. Dans quelle mesure cette affirmation confirme-t-elle votre lecture ? Donc là vous répondrez avec la façon dont les sujets au bac sont proposés, vous répondrez en vous appuyant sur votre lecture de l'œuvre et sur les textes étudiés en cours. Mais ça fait 2 sujets, une variation à partir du premier sujet, dans quelle mesure n'appelant pas le même type de plan que dans vos lectures, sous quelle forme cette liberté se manifeste-t-elle. Ça, on le verra au moment où nous travaillerons sur le choix du plan, ça n'est pas la première étape. Alors vous verrez dans le PDF, évidemment que vous ouvrirez
poursuivre cette vidéo lorsque vous allez la suivre, qu'il s'agit dans un premier temps d'être très attentif à la façon dont le sujet est formulé et l'élément, l'objectif que vous avez ici, c'est quelle est la question qui m'est posée, quelle en est l'essence. Vous devez absolument éviter, pendant les premières 20 minutes de travail, sur 4 heures en tout, d'avoir recours à des connaissances précises sur l'œuvre. Vous avez une connaissance globale de l'œuvre ici, et surtout, vous résistez le plus possible à aller chercher des éléments précis, parce que ça risque de vous faire entrer dans du hors-sujet, ou en tout cas dans une modification du sujet, et aussi dans du plaquage d'éléments de cours sur le sujet, et c'est une erreur. L'objectif, c'est de comprendre le sujet de l'intérieur, comprendre la question qui vous est posée, comprendre la citation ici. Il peut arriver que ce soit une citation, aussi au baccalauréat, même si ce sont plus souvent des questions, comment dirais-je, générales, hein, donc elles mesurent par exemple le sujet du baccalauréat de l'année dernière, au mois de juin, dans quelle mesure alcool est-il une célébration de la modernité? Là, vous n'avez pas de citation, mais donc il s'agit d'entrer dans le sujet. Trop fréquemment, les candidats, que ce soit au baccalauréat ou au concours d'ailleurs, ne font pas attention à la question posée parce qu'ils se disent immédiatement, je ne sais pas si c'est un effet du stress sans doute, ils se disent immédiatement j'ai compris le sujet, je vais immédiatement sur l'œuvre pour voir si ça confirme. C'est une erreur parce que le sujet est fait précisément pour contenir des choses qui sont implicites. Et c'est précisément cet implicite ce qu'il faut faire apparaître dans un premier temps. Alors là, vous avez donc une citation. Il ne peut y avoir aujourd'hui de lyrisme authentique sans la liberté complète du poète. L'objectif chez vous ici est d'entrer dans cette phrase de manière à comprendre ce que dit exactement la phrase, d'une part, et d'autre part, ce qu'elle recèle de piège. Ce sont deux éléments qui sont complémentaires l'un de l'autre, mais qu'il faut penser différemment. Donc c'est là que vous faites une pause pour voir si vous parvenez à le faire. Maintenant, puisque vous avez cherché, et si vous avez cherché, ou en tout cas si vous voulez commencer à le faire avec moi, voici ce qu'on peut en dire. La phrase contient deux expressions importantes, d'une part lyrisme authentique, d'autre part liberté complète du poète. Et ces deux expressions, vous allez devoir en tirer le maximum. Mais en général, les candidats ont tendance à n'étudier que les expressions, c'est-à-dire les mots-clés, ce qu'ils appellent les mots-clés, ce qu'on appelle effectivement les mots-clés, et ils oublient fréquemment la syntaxe de la phrase, autrement dit la façon dont la phrase met en relation ces deux expressions. Ici, nous avons une expression impersonnelle, il ne peut y avoir, donc en l'occurrence ici c'est il y a, c'est-à-dire le présentatif. Donc il y a aujourd'hui forcément, c'est le sens de cette négation, il ne peut y avoir sans. Donc la première expression est nécessaire, rend nécessaire la deuxième. Il ne peut pas y avoir de lyrisme authentique s'il n'y a pas la liberté complète. Et c'est évidemment la relation obligatoire dans le propos de l'auteur qu'il faut interroger. En quelle mesure sommes-nous sûrs qu'il y a obligation de liberté complète du poète pour obtenir le lyrisme authentique? C'est la première chose à faire. Deuxième chose, évidemment, il faut aller chercher le sens exact, ou les sens d'ailleurs. Parfois, il y a plusieurs possibilités de lecture, d'interprétation. Les sens donc des deux expressions, elles sont apparemment transparentes, mais elles ne le sont qu'apparemment parce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Première chose, on va commencer par liberté complète, parce que l'expression est plus simple. Là, la liberté complète du poète, c'est lorsque le poète est en train de composer son œuvre, son recueil, par exemple, Alcool pour ce qui concerne Apollinaire, cette liberté peut... c'est en gros liberté, c'est liberté d'action, liberté de choix. Il est censé pouvoir se défaire de toutes les contraintes précédentes. C'est ce que vous comprenez à partir de ce que le cours vous a donné. Il y a les contraintes qui sont liées à la tradition poétique, celle qu'on appelle classique,
pour faire simple, et cette tradition poétique obligeait plutôt, rendait presque nécessaire un certain nombre de contraintes, donc, concernant la façon de construire les vers, donc la tradition métrique, la façon corrélative de construire les phrases pour entrer dans ces mètres, donc la relation prosodique entre la syntaxe et la métrique. Deuxièmement, ça c'est le grand domaine de la versification qu'on a abordé en cours. Deuxièmement, une espèce de tradition thématique autour du lyrisme qui oriente la construction du poème et la pensée poétique autour d'un certain nombre de thèmes, par exemple l'amour, évidemment, et l'exaltation amoureuse, le sujet aussi de l'enfance et celui de la nostalgie pour l'enfance, vis-à-vis de l'enfance, et vis-à-vis aussi du pays perdu, hein, puisque nostalgie vient de nostos, le pays d'origine, la patrie d'origine, autrement dit. Et enfin, troisième possibilité thématique qui est associée au lyrisme, c'est la thématique du temps, et notamment du temps qui passe. Ces trois éléments sont bien présents dans le recueil, mais néanmoins, ce qui est manifeste dans la pensée d'Apollinaire, parce que c'est une citation, je vais revenir, d'Apollinaire, c'est que, donc là, je ne vais pas chercher d'éléments précis, mais je peux avoir quand même une connaissance globale de l'œuvre qui fait que je vois bien que le sujet est valide par rapport à l'œuvre. Or, de toute évidence, il y a d'autres choses que cela, ou d'autres manières de penser ces thèmes. Et particulièrement, il y a un élément qui est dans le cours, mais auquel il faut résister pour l'instant pour ne comprendre que ce qu'il y a dans la citation, qui est celui de la contre-courtoisie, c'est comme ça que je l'avais présenté, c'est-à-dire une nouvelle façon de parler de l'amour, voire de le dynamiter, si je puis me permettre, de l'intérieur, et c'est cette nouvelle façon, avec la multiplication des amours malheureuses, la figure de la femme cruelle qui est qui est amplifiée dans le recueil et dont il va falloir traiter, puisque précisément c'est une façon plus moderne de traiter de l'amour. J'en ai beaucoup parlé, et là je pense que vous aurez beaucoup d'exemples dans l'œuvre. Donc, de toute évidence, on comprend ce que dit ici Apollinaire, puisqu'en effet, déjà Alcool, c'est particulièrement manifeste, mais plutôt Alcool et déjà d'autres recueils précédents, puisqu'on peut s'appuyer par exemple sur les Fleurs du Mal ou sur les Amours jaunes de Tristan Corbière, les Fleurs du Mal de Baudelaire, et les Amours jaunes de 1857, et les Amours jaunes de Tristan Corbière en 1873. Donc là vous avez trois possibilités déjà de recueils qui permettent de mettre en relation Alcool et d'autres recueils poétiques du même type, du même acabit, et trois recueils qui effectivement justifient la citation, sinon totalement, du moins en grande partie. Parce qu'en effet, il y a quand même quelque chose d'extrême dans cette formulation d'Apollinaire qui est important, et il va falloir tenir compte du fait que c'est un extrême. En tout état de cause, il y a bien une tendance à se libérer, et évidemment l'élément concernant la versification, c'est le vers libre. Concernant la thématique, hein, c'est une expansion poétique, c'était ce que vous invitez à penser le parcours associé, donc là il va falloir que vous l'utilisiez, ainsi que la lecture de Tristan Corbière de ce point de vue-là. Le troisième élément, c'est le rapport de l'inspiration à la morale, ou à l'immoralité, qui est plus large que la question des thèmes sur la façon de penser la poésie et de penser la littérature par rapport à la morale, qui là aussi peut nous donner des indications importantes. Donc voilà des éléments qui confirment, et qui confirment d'abord la citation et qui permettent de la comprendre de l'intérieur. En effet, on constate bien un certain nombre d'éléments de liberté, de grande liberté dans la réflexion, notamment le recours à la fantaisie, hein, caractéristique, et au rêve aussi. Quand je parlais de l'inspiration, il faut aussi faire appel à cette libération par rapport aux contraintes thématiques et aux contraintes morales qui pesaient sur le poète précédemment, et ces contraintes, donc, il en est question lorsque le poète commence à se libérer de ces contraintes par le biais du rêve, par le biais de la fantaisie, c'est-à-dire de l'imagination qui prend la possession, ainsi de suite. Et
et d'autres, alors d'autres choses peuvent venir, notamment la libération vis-à-vis de la ponctuation qui libère la phrase d'un certain nombre d'éléments et qui rendent plus de sens possible. Libération aussi concernant la syntaxe, puisqu'il y a un certain nombre de poèmes qui, à l'image de la poésie de Mallarmé, se libère d'une contrainte excessive en matière de syntaxe pour faire une phrase qui elle-même est beaucoup plus, comment dirais-je, riche de potentialité d'interprétation, bref. Donc là, je développe un petit peu par rapport, je passe un peu l'étape de l'analyse elle-même pour aller vers la discussion à partir de l'œuvre, mais on voit bien donc que la phrase contient ces éléments. Concernant l'expression lyrisme authentique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, liberté complète, évidemment, liberté complète pose un certain nombre de problèmes, on va le voir, il y a des limites à cette compréhension, mais par exemple, le simple fait d'écrire en français et dans un français qui soit compréhensible, ce qui est un problème puisqu'on parle aussi de l'hermétisme, mais la libération complète est peut-être un absolu, c'est un absolu que le poète essaye d'atteindre de temps en temps, mais de toute évidence, tout le recueil ne relève pas d'une liberté totale de ce point de vue-là. Là, on voit bien une limite de toute évidence, de même que j'ai dit tout à l'heure que du point de vue thématique, cette liberté complète n'était pas totalement atteinte, puisqu'on retrouve un socle traditionnel vis-à-vis du lyrisme. Donc là encore, il y a des limites qui sont tout à fait évidentes. Et du reste, du point de vue moral, certes, on voit des lignes, entre guillemets, des lignes jaunes qui sont passées, mais enfin, en tout état de cause, ces lignes sont souvent respectées. Il y a bien exaltation, il y a bien une définition traditionnelle du lyrisme, comme on l'avait vu en cours, vis-à-vis des définitions, notamment de Jean-Michel Molpois, sur la notion d'exaltation et de célébration. C'est une exaltation à partir d'un nouveau socle moderne, mais ça reste une exaltation quand même, même si dans les recueils qui précèdent, notamment chez Tristan Corbière, il y a une mise en cause de cette exaltation, de l'exaltation romantique particulièrement, mais enfin, globalement, on voit bien qu'il y a des limites à cet absolu de la liberté complète, et ces limites, il va falloir en tenir compte. Pour ce qui est donc du lyrisme authentique, c'est une expression qui est vraiment problématique ici, parce que authentique signifie deux choses différentes. Ça signifie d'abord honnête, qui n'est pas hypocrite, qui ne ment pas, et ça signifie aussi qui est conforme à ce qu'il était à l'origine. Et c'est là que se pose le problème. Parce que pour lyrisme authentique, c'est-à-dire un lyrisme qui dit la vérité, on peut comprendre la situation assez simplement. En effet, pour que le lyrisme ne soit pas mensonger, il semblerait assez logique qu'il n'ait pas obligation de suivre des contraintes. C'est-à-dire des contraintes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, le fait de devoir écrire, entre guillemets, de la poésie en octosyllabes, en décasyllabes ou en alexandrin métrique, suivant des contraintes qui sont extérieures à l'émotion du poète lui-même, ça ne correspondrait pas à un lyrisme qui serait parfaitement authentique dans la mesure où précisément il aurait des contraintes extérieures. Bien. De la même façon d'ailleurs qu'un lyrisme sur lequel pèseraient les contraintes thématiques ou morales serait un lyrisme qui serait contraint de l'extérieur, donc qui ne serait pas totalement authentique, en tout cas qui risquerait de ne pas être authentique. Donc un lyrisme qui deviendrait artificiel, à l'opposé d'authentique, un lyrisme qui ne serait pas l'expression de l'émotion personnelle de celui qui écrit, mais qui serait une émotion qui serait elle-même déformée et donc qui ne serait plus naturelle et authentique à la source. Mais lyrisme authentique peut être compris aussi comme un lyrisme qui serait conforme à sa source, c'est le sens propre du mot authentique, le sens d'origine, c'est-à-dire un lyrisme qui serait conforme à ce qu'est le lyrisme au départ. Alors quel départ ? De quel départ s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de la poésie classique telle qu'elle est pensée au XVIIe siècle, ou est-ce qu'au contraire il s'agit de revenir bien avant ? Bien en réalité, en l'occurrence ici, c'est bien d'un lyrisme beaucoup plus ancien dont il est question, et avec la personne d'Orphée particulièrement, et peut-être que le contre-pied, l'opposition vis-à-vis de la poésie classique au sens XVIIe siècle du terme, Boileau, les contraintes de bienséance, les contraintes de versification liées à Malherbe au début du XVIIe siècle, ainsi de suite, peut-être que tout cet ensemble de contraintes dont on a l'impression qu'elles sont l'origine de la poésie française, et sont en fait une illusion d'optique, dans la mesure où précisément il y a eu le XVIe siècle, le XVe siècle, le XIVe siècle avant, il y a eu tout un tas de siècles, et puis il y a eu les Grecs et les Romains. Or les Grecs et les Romains sont à l'origine
de la personne d'Orphée chez les Grecs et de la poésie lyrique pour les Grecs et pour les Romains. Et donc, il y a une origine bien plus ancienne qui peut-être est celle qui permet de se libérer de cette contrainte. Et d'une certaine manière, il n'y aurait pas de contradiction à voir dans la liberté complète, c'est-à-dire une liberté complète vis-à-vis des contraintes qui pesaient au XVIIe siècle, une source, dans cette liberté-là, une source d'un lyrisme authentique, c'est-à-dire un lyrisme, entre guillemets, déchristianisé, un lyrisme déclassicisé, au sens du classicisme Louis XIVien qui pèse sur l'écriture depuis le XVIIe siècle. On voit qu'il y a une résurgence du classicisme au début du XXe siècle, au moment où précisément Apollinaire est en train d'écrire. Paul Valéry, par exemple, est considéré comme un néoclassique. De même, André Gide, dans les années 20, fait à la Pléiade un ouvrage qui rassemble toutes les potentialités poétiques françaises et il permet de faire revivre ce classicisme. Donc il y aurait lyrisme authentique ou recherche de lyrisme authentique dans la pensée, en tout cas d'Apollinaire, à travers une liberté complète vis-à-vis précisément de ces contraintes liées à Boileau et liées à la Malherbe, j'en ai parlé en cours, au XVIIe siècle. Donc il s'agirait de revenir à la source, elle beaucoup plus ancienne, antique, du lyrisme, et évidemment ce que dit lui-même d'ailleurs Apollinaire dans le Bestiaire, qui accompagnait la publication aux éditions NRF, donc chez Gallimard, d'Apollinaire, donc d'Alcool. Le Bestiaire donc d'Orphée, en l'occurrence, est un élément important, puisque la personne d'Orphée accompagne systématiquement, du moins en pensée et souvent implicite, la poésie d'Apollinaire. Donc voilà pour ce qui est à la fois de la citation et de la façon de l'appliquer à l'œuvre. La citation doit être comprise et entendue de l'intérieur. On voit d'ailleurs que j'ai déjà passé 22 minutes sur cette citation, et c'est là vraiment la pensée que vous devez avoir au moment où la citation arrive. Alors là, j'ai expliqué un certain nombre de choses et repris un certain nombre de choses. J'ai empiété sur la discussion. On voit que j'ai déjà fait apparaître les limites de la question pour bien en comprendre précisément le champ d'investigation exact de cette citation, mais j'ai fait le tour de la question. Je sais qu'il est bien question du lyrisme dans le sens expression personnelle et poétique de celui qui écrit, mais cette expression personnelle des sentiments s'accompagne d'une modification de la poésie vers la modernité qui suppose d'une part l'expansion poétique à des thèmes nouveaux, d'autre part une explosion de l'intérieur des contraintes de versification vers le vers libre, en tout cas la libération du vers au moment entre 1870 et 1920. Donc on est dans la même période, on sait qu'Apollinaire y a joué un rôle considérable, de même que Blaise Cendrars. Et d'autre part, une modification qui est plus morale, c'est-à-dire sur la pensée éthique, le bien, le mal, la séparation entre le bien et le mal, ce qui est bien, ce qui est mal, l'idée que la littérature est censée être à l'image du bien est une idée qui était fondamentale chez les classiques au XVIIe siècle, et on le verra d'ailleurs avec La Bruyère. Mais cette idée est en train d'être modifiée avec le réalisme précisément, qui s'impose en 1830, 1840, et même d'ailleurs un petit peu avant, parce qu'on peut intégrer le romantisme comme étant un réalisme. Or, la pensée qui domine la poésie au XXe siècle a été anticipée donc par le roman réaliste, dans lequel précisément, ça n'est plus le beau qui est le bien et qui est la source de la littérature, c'est précisément le lait qui a aussi droit de citer dans l'esthétique. L'esthétique du lait qui est un écrit esthétique important dans les années 1850-1860, je ne me souviens plus de la date exacte, mais donc il y a une modification dès le réalisme romanesque, une modification de la pensée esthétique, et dont on voit ici un élément essentiel, puisque c'est le troisième élément, c'est la modification morale. La littérature n'est plus une littérature du sacerdoce ou une littérature du prêtre
qui, devant les fidèles, prêche la bonne parole, le bon, et ainsi de suite. Au contraire, et on le voit particulièrement avec Tristan Corbière, c'est particulièrement manifeste chez Corbière, c'est l'inversion précisément. La figure de Satan chez Baudelaire, ces éléments-là sont un sans dessus dessous, littéralement, une inversion complète de la position morale de la littérature de la position de la littérature vis-à-vis de la morale. Et là encore, on en voit une limite, et ça permet de donner une opposition entre, oui, en effet, pour atteindre le lyrisme authentique, c'est-à-dire ce lyrisme non mensonger, ce lyrisme vrai, il faut de toute évidence que la liberté complète soit atteinte par le poète, mais en même temps, on trouve des limites à cette liberté d'une part, et y compris à la façon de lire l'expression lyrisme authentique, et là ça vous fait la deuxième partie, qui est celle de l'antithèse. J'entrerai dans le détail par la suite. Donc voilà pour ce qui est de la compréhension de la citation, ça c'est l'analyse du sujet. C'est ce que j'ai fait au départ avec la façon dont la phrase était construite et les deux expressions mises en relation l'une avec l'autre. Hein. Ne faites pas, là je fais le bilan de ce que j'ai annoncé au départ, ne faites pas l'erreur de vous contenter de dire le lyrisme authentique c'est ceci, puis la liberté complète c'est ceci, et hop on passe à... Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut comprendre les éléments. D'abord, l'introduction n'est pas censée tenir compte de l'ensemble des choses que vous avez mises sur votre brouillon, et puis deuxièmement, il faut aussi comprendre la façon dont la phrase met en relation ces deux expressions. Et donc, quand vous avez fait tout ça, vous commencez à sentir qu'il y a des sens possibles différents. C'est ce que j'ai fait avec authentique, mais c'est ce que j'ai fait aussi avec liberté complète, la liberté étant de plusieurs ordres différents. Lorsque vous avez fait ce menu déroulant à partir des deux, si je peux me permettre cette expression, à partir des deux expressions, vous présentez les différentes potentialités, vous commencez à sentir une tension, et la tension précisément était autour du mot authentique, parce que de deux choses l'une, soit il est pas mensonger, et donc il y a bien une logique dans la phrase, soit au contraire, c'est revenir à la source, et on voit bien que par rapport à la liberté, là ça pose un certain nombre de problèmes, parce que précisément il s'agit plutôt de modernisation, et là ça vous permet de trouver des limites. Dès lors que vous en êtes arrivé à ça, ça veut dire que votre discussion est bonne, vous pouvez traduire cette discussion sous la forme de deux ou trois éléments que vous proposerez dans la problématisation avant de proposer votre problématique, qui elle sera une question. Mais vous avez là l'ensemble des choses qui vous permettent de faire la dissertation, mais il n'en faut pas moins que ça, très clairement. Donc voilà le bilan que je fais. À partir de là, vous allez pouvoir aller chercher des éléments de réponse. Mais là, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous avez un champ d'investigation qui a été déclenché par la lecture de la citation, qui est très précis. Ce champ d'investigation s'arrête et a des frontières très précises, au-delà desquelles c'est du hors-sujet que vous faites. Ça n'est pas parce que vous avez un cours qui vous permet plus de choses que ça, que vous devez absolument plaquer du cours là-dessus. Donc vous devez répondre à cette question-là, et seulement à cette question-là, et y répondre par des éléments qui se trouvent dans l'œuvre. Vous ne devez surtout pas faire du blabla. C'est-à-dire ne pas partir de l'œuvre, soit de l'œuvre elle-même, puisque 50% des références doivent venir de cette œuvre-là, 50%, c'est le bon équilibre, et les 50 autres pourcents, eux, viennent d'autres œuvres de la même période, voire d'ailleurs du XVIIe siècle, parce que si vous prenez des contre-exemples, c'est bien de vous appuyer sur Boileau et sur Malherbe si vous en avez la connaissance, mais ça c'est à vous d'aller le chercher, hein, c'est facile à faire à partir de Wikipédia notamment, et puis de Wikisource pour les textes de ces auteurs. Mais en tout état de cause, vous devez avoir des références précises maintenant, c'est-à-dire c'est la troisième étape. Là on a fait analyse et discussion du sujet, je vous renvoie à ceci, à la méthodologie de la dissertation, analyser le sujet, interroger le sujet, choisir et structurer une problématique. Alors la problématique ici, puisque c'est l'étape finale de notre élément avant de mobiliser les connaissances, c'est celle qui consiste à s'interroger sur la possibilité d'abord de la liberté complète du poète, en imaginant que cette liberté complète soit possible. Dans quelle mesure permet-elle un lyrisme qui ne soit pas mensonger, qui ne soit pas marqué par les contraintes de la poésie, ou au contraire, question qui permettrait ensuite de vous poser, de vous interroger, dans votre plan cette fois-ci, sur les potentialités d'une articulation entre la tradition et la modernité, pour permettre de comprendre qu'en fait c'est une poésie syncrétique
qui tend à sortir de la contrainte pure pour aller vers la libération, mais qu'on est bien dans une dialectique entre la contrainte et la liberté, et que la troisième partie, la synthèse en l'occurrence, fait le bilan, cette fois-ci, en dépassant l'opposition entre la tradition, enfin, entre la liberté pure dans la première partie et les contraintes qui persistent dans la deuxième. Cette fois-ci, la troisième, elle, nous fait passer dans une alternative fructueuse entre ordre et aventure, pour reprendre l'expression que j'ai prise dans mon cours, la modernité étant plus et davantage une dialectique, c'est-à-dire non pas une opposition, mais un dépassement de cette opposition avec une nourriture à partir de la tradition, laquelle est dépassée. J'en profite pour dire une chose que j'aurais peut-être dû dire au départ, mais évidemment, la citation est à mettre alors, c'est ce que normalement un candidat au bac est censé quand même pouvoir commencer à faire, mais c'est pas toujours évident. Il s'agit de mettre en perspective la citation en question. En effet, la citation date de 1915. Autrement dit, Apollinaire a déjà publié Alcool. Il a déjà publié Alcool, il a été attaqué, on le sait, parce que j'en ai parlé notamment à l'origine, pour la première partie, sur la question de ce que disait Duhamel, Georges Duhamel, au sujet d'Alcool, quand il disait que c'était une boutique de brocanteur. C'est ce que j'avais fait dans la première partie, ce que j'ai réutilisé l'expression. Donc, Apollinaire répond aux critiques qui lui sont faites, et il confirme en effet qu'il a pris un grand nombre de libertés vis-à-vis de la contrainte poétique qui pesait sur les poètes précédemment, mais que cette liberté est précisément la ressource essentielle à la construction d'un lyrisme authentique, la construction d'un lyrisme qui soit parfaitement efficace et parfaitement créateur par rapport à ce qui précède. Mais on voit aussi que précisément c'est une phrase qui relève d'une défense de soi-même. C'est une apologie, c'est donc une phrase qui a quelque chose d'un peu hyperbolique, d'une recette, voire un petit peu provocatrice. Donc il faut prendre avec des pincettes cette phrase qui n'est pas une vérité absolue. Les sujets de dissertation qu'on vous propose ne sont pas des vérités absolues. Ils peuvent être discutés, c'est précisément pour ça qu'ils ont été choisis, parce qu'ils sont discutables, ils contiennent du vrai. C'est ce vrai qu'il faut faire apparaître en premier. Vous confirmez ce qu'il y a dans la première partie, vous confirmez ce qu'il y a dans la citation. Et puis ensuite, vous trouvez des limites. Ça ne veut pas dire que vous dites oui, non, ou blanc et noir. Ça veut dire que les éléments que vous avez trouvés dans la première partie s'accompagnent aussi de limites qui ne permettent pas de dire absolument que ce qui est contenu dans la phrase est vrai. Donc ça, cette opposition entre oui et ensuite les limites, puis je dépasse les deux et j'arrive vers quelque chose qui me permet de faire une alliance heureuse entre les deux, ça c'est pour le plan dialectique. En général, ce plan dialectique est déclenché par une phrase avec « dans quelle mesure ?» Parce que précisément, dans quelle mesure, ça signifie que ça n'est pas dans une mesure complète. Donc, est-ce que cette phrase est applicable dans une mesure complète ou pas ? Et dans ce cas-là, en général, quand il y a dans quelle mesure, ou peut-on dire que c'est un plan dialectique qui est attendu, c'est celui que j'ai présenté juste avant, affirmation de ce qu'il y a dans la phrase, donc qu'est-ce contenu dans la phrase et qui correspond à l'œuvre, puis ensuite recherche des limites et ensuite dépassement. En revanche, ici, dans le premier sujet qui était celui qui est sur votre polycopier, sous quelle forme cette liberté se manifeste-t-elle? Là, c'est plutôt un plan thématique qui est proposé. Cela dit, on peut faire un plan entre les deux, je vais y arriver juste après. Donc le plan thématique, oui, on peut constater effectivement qu'il y a un grand nombre de libertés, même si elles ne sont pas absolues, ça peut dire dans l'introduction, on peut quand même constater, et c'est même pour ça qu'Alcool a été reconnu comme une œuvre importante au XXe siècle. Donc liberté d'un point de vue thématique, liberté d'un point de vue technique, entre guillemets, c'est-à-dire la gestion de la poéticité de la poésie à travers la versification et pour passer vers le vers libre, qui est importante, et pour penser le lyrisme notamment. Et enfin, troisièmement, le rapport entre la littérature et la moralité que j'ai indiqué tout à l'heure. Ces trois éléments peuvent vous donner trois parties différentes. On voit bien que le plan n'est pas tout à fait le même, n'est pas du tout le même que le plan dialectique. Là, il s'agit de confirmer ce qu'il y a dans la citation en présentant l'ensemble des éléments, des trois éléments majoritaires qui permettent donc de traiter de la question posée. Notons d'ailleurs que vous pouvez faire apparaître, là cette fois-ci, les limites pour chacun d'entre eux.
Certes, on a une libération des thématiques, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre de thèmes sont bien les thèmes du lyrisme. Certes, on a le vers libre qui s'impose à 60% dans le recueil, mais précisément, il y a 40% qui, eux, sont des poèmes qui sont parfaitement classiques. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez dialectiser ce plan thématique, ce qui fait qu'on peut choisir les deux, en fait, c'est ce que dit en tout cas l'inspection générale. Pour tout sujet, on peut choisir les deux. Simplement, il faut savoir que les plans thématiques doivent être dialectisés, c'est-à-dire faire apparaître les limites de chacun dans chacune des parties distinctement par rapport à ce qu'on a mis dans la première. J'espère que c'est parfaitement clair. Si ça ne l'est pas, demandez-moi, je vous préciserai un petit peu, mais je pense qu'on a fait le tour. 35 minutes, ça permet, là on a quasiment un plan qui est construit, simplement il faut aller chercher des éléments de réponse, et là c'est là que je vous renvoie, je vais pas refaire une autre vidéo, parce que tout est à la fois dans le cours et dans vos lectures, là cette fois-ci c'est à vous de le faire, mais je pense que tout y est, et on a l'équivalent ici d'1 heure et demie de ce que j'aurais pu dire en cours, voire presque 2 heures. Hein. Le reste, c'est la mise au travail pour vous, donc on peut s'arrêter là. Je vous souhaite bon travail.